Cette émission peut contenir des infos. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition de Peut contenir des infos. Émission commanditée cette semaine par Advil Rumescidus. Ah oui, pourquoi? Bibi est congestionné ici. Ah, c'est vrai? Oui, ça arrive. Ça s'entend pas tellement. Non, mais c'est ça, je te dis, j'ai pris une bonne dose avant l'émission OK. pour être capable d'avoir assez d'air qui me passe au travers des narines. OK, double ration. Oui, exactement. OK. On sous-estime le privilège de bien respirer par le nez. Veux-tu que je te fasse une confidence? Envoie donc. J'ai des problèmes, moi, de nez. Je n'irai pas dans les détails, là, je Oui. veux dire, mais ça fait, je te dirais, peut-être 25-30 ans que je mon suis pas Dieu. capable, je suis pas capable de respirer plus qu'une narine à la fois. Là. J'ai toujours Hey, comme... Ben, c'est mes allergies. Ouais. Je veux pas rentrer dans les détails non mais plus. t'es-tu comme des essoufflé? Non, non, pas vraiment. OK, t'es Non, pas habitué vrai. comme ça. Moi, je suis assez habitué avec ça. Des polypes, là, quand si Ouais, on veut, ouais. on rentre pas dans toute la chirurgie puis tout le Non, monde mais médical, biologique. Là, mais, C'est niaiseux, mais les narines, tout ce qui est Ouais. autour des... Ben, c'est important dans le monde de la radio. Tu sais, je connais oui, beaucoup clairement. de gens qui Ben oui. font plusieurs sinus rinces parce que c'est important de... Fait que oui, effectivement, mais puis on sous-estime puis on oublie à quel point c'est le fun de respirer moi, c'est à lié. deux narines. Ben oui, clairement. J'aimerais ça, mais ça fait 30 ans que c'est une à la fois, puis quand ça passe, correct. Mais c'est beaucoup à cause de mes allergies. Hein. Oui, ben ça aide pas. Ouais, c'est Puis, les acariens, puis tout ça. Fait que- Dans des studios, il y a des espèces de foam aussi pour le son. Fait que, tu sais, ça ramasse la poussière, le tapis, ça aide pas. Avant de commencer sur nos prochains sujets, je voulais juste te lancer une petite bonne nouvelle qui est atterrie comme ça dans l'actualité. De quoi? Tu sais, la vie coûte cher. Ouais? Ben, chez McDo, on a décidé que pour la prochaine année, on n'augmentait pas le prix des trios McValeur et du café. Ben voyons donc. Oui, fait que tu pourrais avoir un trio au McDo pour 5$. Colin, hein? Mais T'arrêtes pas les bonnes nouvelles. Je le sais. Tu sais, que la vie coûte cher, ben on pourra manger au moins pour 5$ chez McDo. Mais là, c'est pas les croquettes, c'est pas le Big Mac, là. C'est vraiment le menu McValeur. McValeur, Le McDouble, le McJunior au poulet, ces affaires-là, les wrap éclairs, là. Mais quand même. C'est quasiment comme une collation pour le gars qui travaille sur un chantier, finalement. C'est un petit peu Oui, ça, ouais. c'est ça, exact. C'est une collation pour le gars qui travaille sur le chantier de la construction. Puis pour moi, ben ça compte pour un repas complet. Voilà, c'était ma bonne nouvelle. du jour. On swing OK. ça par en arrière. Hey, dans l'émission aujourd'hui, on a une nouvelle chroniqueuse Oui. qui va venir nous parler ou en fait nous faire voir différentes perspectives sur un sujet qu'elle a trouvé qui a peut-être touché son quotidien OK. ou qui touche l'actualité. Je vous en dis pas plus, ce sera une surprise tantôt dans le deuxième bloc, évidemment, pour notre chronique perspective. Également, aujourd'hui, je vais te parler, Simon, de fraude alimentaire. De quoi? De fraude alimentaire. De fraude alimentaire? Oui, de fraude Ah, ouais. alimentaire. Ah, Puis ouais. c'est plus surprenant que tu penses, puis il y en a plus qu'on pense. Il n'y a pas de danger pour notre alimentation, notre santé, là, OK. mais c'est que ça coûte plus cher pour quelque chose qu'on pense. En tout cas, fait que, Ah, ouais. on te fait passer une affaire pour quelque chose qui n'est pas en réalité ou qu'on a coupé avec... Oui, c'est ça, OK, qu'on a coupé, OK. qu'on réduit, qu'on ouais. réduit la qualité. Et je voulais commencer l'émission avec quelque chose qui a attiré mon attention dans l'actualité. Puis on fera le tour après de tes sujets. Là, Oui, mais ben oui. toi puis moi, on pourrait jamais vivre une histoire de même, OK? Parce que c'est digne d'un roman soap américain. OK. Vraiment. Donc, je te fais une petite histoire. Imagine, c'est un couple d'affaires fortuné qu'on va nommer Cédric et Mona, dont la séparation a occupé les tribunaux pendant plusieurs mois. Et là, ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe pas en Inde, ça se passe au Québec. Oh, OK. OK, dans la cour arrière ici. Donc, ça se passe au Québec. Et c'est pas un banal divorce. C'est une guerre juridique à très haute valeur avec des millions en jeu. Et tout a commencé, ça, il y a plusieurs mois, quand le divorce a été prononcé. Donc, il y a eu 25 jours d'audience pour un divorce. Hey, 25 jours, hein? 40 témoins Wow! pour un divorce. Là. Fait que c'est des montagnes de documents, des avocats de part et d'autre. Puis on parle vraiment là, d'une guérilla judiciaire à grands frais. Là. Vraiment, je sais pas ce qui est arrivé pour qu'ils divorcent, mais ils s'aiment plus la face, ces deux-là. Dernier rebondissement, ce qui fait que je vous en parle aujourd'hui, c'est que, et que ça a relancé l'affaire, Mona a découvert que Cédric lui avait caché non pas une, mais 2 propriétés de luxe. Donc, 2 propriétés de luxe, Simon. Ben voyons. Une première de 12 millions de dollars au Québec, une maison à 12 millions au Québec. Ah Fait oui, que ça, c'est on peut- qu'on est loin du cabanon. Là. Non, exactement. C'est pas un shack dans le bois. Et une somptueuse villa de 26 millions de dollars à Saint-Tropez. C'est sur la côte française. Et tout cela avait été acquis avec l'aide d'un prête-nom. Ah ouais! D'un prête-nom. Ah, mais attends un peu, il y avait 2 propriétés, puis elle n'était pas au courant de ça, donc elle y a forcément jamais été? Ou... Exactement. Puis elle a découvert ça d'une autre façon. Puis est-ce que c'est en parlant avec des associés, parce que c'est une compagnie. Ah ouais! Puis là, le prête-nom, c'est l'associé de Cédric. Mais OK. tu sais, puis Cédric, lui, ben, ce qu'il dit, imagine la scène, là, il disait qu'il vit un train de vie normal, mais le gars a quand même une maison au Québec, un chalet, un condo en Floride et un chauffeur.
Ah ben oui, c'est clairement, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ben oui, on vit tous comme ça. Simon, Ah, toi, oui, tu hein. prends pas le transport en commun, jamais. Ben non. Donc, ce que Mona a révélé, a découvert, en fait, ça a tout changé. Elle a donc demandé au tribunal de rouvrir la preuve, arguant que ces achats-là dissimulés démontrent en fait qu'il y aurait une richesse cachée plus grande. Et, tu sais, ça change autre chose. Tu sais, oui, il y a une question monétaire, ça influence la crédibilité aussi de Cédric, mais la pension alimentaire pour les enfants, Simon. Ben, clairement. Tu sais, parce que c'est quand même un gros montant. Puis, tu sais, je n'ai pas encore nommé le montant pour le divorce. Est-ce que tu as envie de prendre un essai ou un guess, comme on dit en bon français? Ben, je dirais probablement, c'est quelques dizaines de millions de dollars, très certainement. T'es tellement loin. Ah oui, hein? Les enjeux financiers sont pas petits. Mona réclame 297 millions de dollars, Simon. 300 millions de dollars, presque, pour enrichissement injustifié. Elle a fait un calcul sur la contribution à l'entreprise et au patrimoine familial. Cédric, lui, ce qu'il dit, c'est qu'elle a été payée pendant qu'il était là. Mais tu sais, si Cédric, qui était en train de partir faire des affaires pour la compagnie, faisait de l'argent, puis elle restait à la maison pour s'occuper des enfants, ça a un prix, ça. Ben, il y a un vieux dicton qui dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Hein, tu sais. Exactement, exactement. Donc ben, là, évidemment, ça a tout chamboulé. Le juge a clairement indiqué que ces nouvelles découvertes pourraient changer évidemment la donne, ben, pas seulement en termes d'argent, mais aussi en matière d'honnêteté, de bonne foi, parce que normalement, il faut que ce soit fait. Donc là, avec ces révélations-là, ce sera un dossier à suivre. Puis ce qui est intéressant, puis moi, ça me fait capoter, c'est au Québec, Simon. Ben, mais comment tu peux être cupide au point d'être marié à quelqu'un puis de lui cacher 2 propriétés de cette valeur-là sans qu'elle ne le sache? Ben, c'est pas pour rien qu'ils divorcent. Tu sais, on est pas. Oui, je comprends, mais tu sais, je veux dire, on est loin d'avoir un petit compte en banque avec un petit 1000, 2000 piastres que tu gardes pour toi puis que tu dis pas nécessairement à ta femme ou ton chum pour y arriver une fois de temps en temps puis lui faire des surprises puis le sortir à l'hôtel, on va dire. Oui, exact. Fait, est-ce qu'on vient de dévoiler ta tactique à ta femme? J'en dirai pas plus, sauf en présence de mon avocat. Enfin, mais c'est ça, c'est complètement fou. Mais t'es au courant de mes propriétés. Là, je veux dire, assez ce que j'ai, puis aïe! 12 millions au Québec, 26 millions au Saint-Tropez. OK, je comprends la fille. Là, oui. Fait que, en tout cas, ce sera une histoire à suivre, mais ça avait vraiment capté mon attention. On dit pas les vrais noms, évidemment. Non, ils sont protégés. Mais tu sais, honnêtement, j'ai pas fait de recherche, mais après ça, si tu peux faire une petite recherche de qui peut acheter une maison en 12 millions de dollars au Québec, il n'y en a pas 45 000. Fait que, tu sais, après, j'ai pas fait la des recherche. dragons ou des affaires la même. Ouais, peut-être. C'est pas Pick-up. Non. Puis Julie Snyder. OK. Parce que j'ai fait ça a déjà été réglé, c'est un autre cas, mais bref, c'est très, très, très intéressant là-dessus. Et toi, Simon, tu vas nous parler dans un tout autre ordre d'idées de communication outre-mer. Oui, de communication outre-mer. T'es-tu déjà demandé comment est-ce que le téléphone passait d'un bord à l'autre de l'océan? Ben, je me disais, ça doit être par les antennes, mais en même temps... c'est loin un peu, hein? C'est ça. C'est ça l'affaire. Eh bien, il y a un fait que plusieurs d'entre vous ignorent sans doute, c'est que les câbles de communication transatlantique, ce qu'on appelle les artères invisibles d'Internet et de la téléphonie mondiale, c'est eux qui passent ces communications-là, des espèces de câbles qui sont dans la mer, en dessous de l'eau. Intéressant. Oui. Et ils ont été posés pour la première fois dans l'Atlantique dès 1858. 1858. Excuse, je m'attendais à ce que ce soit plus récent que ça. Oui, je pensais, ça doit être des années. Mais comment ils ont fait en 1800? Ils ont envoyé quelqu'un en scaphandre? Il y a un bateau qui a passé. Ah, puis là, on descendait. C'est ça. Ah. Et ce sont ces câbles-là qui transportent plus de 95% du trafic international des données grâce aujourd'hui à la fibre optique, parce que le premier, évidemment, il y a d'autres câbles qui ont pris la relève au fil des années. C'est pas le même. Non, c'est ça. Alors, je vous donne quelques moments clés pour ces communications. Puis, alors, il passe de l'Amérique jusqu'en Europe, le câble ou les câbles transatlantiques maintenant, mais je veux dire, ça relie le monde entier, là, parce qu'une fois que tu as franchi l'Europe, ben après ça, tu t'en vas jusqu'en Asie, puis tu t'en vas après ça jusqu'en Afrique et tout ça. Là. Oui, exactement. C'est une façon de tous nous relier. Là. Alors, 1858, je vous donne des dates clés. On pose cette année-là le premier câble transatlantique. Il relie Valencia en Irlande et Saint-Jean à Terre-Neuve, 1858. Okay. C'est un câble télégraphique, évidemment, parce qu'à l'époque, le téléphone n'est pas encore inventé. Il va falloir attendre à peu près une vingtaine d'années, 1876, je pense, le téléphone. Et il n'a pas fonctionné très, très longtemps, par exemple. Je vous avertis, le premier, là, il a marché 3 semaines. Ah, ben c'était comme un test. C'était comme un test. On aimait ça qui fonctionne, évidemment, qu'il reste plus longtemps. Mais le premier essai, il a été concluant. Je veux dire, ça a fonctionné. On était capable de communiquer, mais ça n'a pas toffé longtemps. 3 semaines. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a cassé à cause du courant? Il y a un poisson qui l'a grugé? C'est ça, il y a eu des problèmes. Puis c'était pas terrible non plus comme communication, dans le sens où, oui, ça passait, mais c'est ça. C'était le début
1866. Oh là, attention, on n'est pas tellement longtemps après, donc 8 ans. Il y a un navire, un autre, parce que le premier, il a été posé de cette façon-là, mais là, on s'y prend autrement, et c'est le SS Great Eastern qui installe le premier câble transatlantique qui va demeurer en service, celui-là, pas des mois, pas quelques années. Il va rester là pendant un siècle. Ah, ouais, 100 ans. Oui, 1866. Et il est encore entre l'Irlande et Terre-Neuve. On l'installe et puis il va arrêter de fonctionner ou on va le remplacer à peu près au milieu des années 1900. Là, 1966. Oui, dans les années au milieu du 20e siècle. Wow. 1956, parce que c'était à peu près à ce moment-là que ce fameux premier câble qui a fonctionné pendant presque 1956, et là, c'est le lancement du TAT-1. Le TAT-1, c'est un câble transatlantique pour la téléphonie. Ah, intéressant. Je trouvais que ça sonnait comme une autre planète de Star Wars, le Tatooine. Alors, oui, ben, ça ressemble à ça, mais alors, le TAT-1, c'est le premier câble sous-marin téléphonique transatlantique. Donc, TAT, Transatlantic Téléphone, c'est ça. Alors, lui, il reliait l'Écosse et le Canada et il transportait juste 36 circuits vocaux au départ. Oh, fait qu'il y avait juste 36 personnes qui pouvaient se parler dans l'Europe au Canada. C'est à peu près ça qui transitait. Ben, tu sais, à l'époque... c'est vrai, c'était les espèces de Ben oui, c'était des patchs téléphoniques et tout ça. Oh, mais à l'époque, on faisait pas tellement, tu sais, le commerce international. Puis c'était encore assez naissant, là, les relations, si on veut, entre l'Europe et tout ça. Oui, on commence. C'est pas tout le monde qui appelait la famille de l'autre bord, tu sais, tout le monde en même temps. Non, c'est ça, même si on était tous des descendants. Là. C'est ça. Et l'évolution technologique, évidemment, quand on a posé les premiers câbles, c'était des câbles de cuivre pour accommoder le télégraphe. Des années 1920 à 1950, ben là, on commence à expérimenter d'autres technologies. On perfectionne la téléphonie filaire, évidemment, je l'ai dit. Et au fil du temps, on en arrive aux câbles coaxiaux. Donc, pour la télé. Oui, c'est ça, les câbles, justement, les espèces de gros cabrons, là. Mm-hmm. C'est ça. Fin du 20e siècle, ben là, c'est la fibre optique qui se généralise et elle permet, celle-là, des débits gigantesques comparativement à l'époque. Je parlais de 36 quelques circuits vocaux. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, là. Les câbles... On ne pourrait même pas les compter, là. Écoute, c'est tellement petit. Et de nos jours, ben, ces câbles modernes qu'on installe pour des projets filaires semblables, transatlantiques ou transocéaniques, parce qu'il n'y a pas qu'en Atlantique où on passe maintenant des câbles, on en passe, par exemple, sous la Méditerranée, un petit peu partout, c'est ça. Et alors, eux autres, ils transportent des terabits de données. C'est une affaire effrayante. Et parce qu'on place des amplificateurs optiques pour amplifier le signal de la fibre optique, on installe ça à toutes les 50 ou 100 km. Et encore aujourd'hui, ça marche. Là. Je vous dis qu'à peu près 95% des communications qui se font à l'échelle mondiale se font encore avec le bon vieux câble. Ben, le câble, là, c'est rendu de la fibre optique, là, mais ça marche mieux que les satellites. Là. Ben oui, mais en fait, en étant sous l'eau, il est quand même à l'abri de la majorité des intempéries. Oui, il y a un peu de courant, oui, il y a des bateaux, oui, il y a la fonte marine. Ben oui, c'est ça. Mais quand même. Puis c'est fiable, là. C'est comme chez vous, là. Vous vous branchez sur le Wi-Fi, puis une fois de temps en temps, ça lâche. Mais il n'y a rien de mieux que de se plugger dans le mur, comme on dit. Exactement, c'est ça. Et je finis avec deux anecdotes très intéressantes. Oui. Premier message officiel en 1858, le premier télégramme là, qui a passé par là, ça a été envoyé par la reine Victoria. Oh! Elle a envoyé ça au président américain James Buchanan le 16 août 1858. Et sais-tu c'était quoi le slogan de l'époque quand on a ouvert, si on veut, ce câble transatlantique? Non? On a dit de 2 semaines à 2 minutes. Pour faire l'analogie entre le fait que quand on mettait une lettre sur un bateau, ça prenait 2 semaines pour traverser, et que là, maintenant, avec le câble transatlantique, on pouvait envoyer un télégramme en l'espace d'à peine 2 minutes. Wow, quel beau slogan. Hey, merci Simon pour cette tranche d'histoire, nous qui travaillons dans les communications. Donc, c'était quand même un pas important de notre histoire. Au retour, ce sera notre fameuse chronique perspective avec notre nouvelle chroniqueuse. Restez en contact avec Le Contenir des infos. Écrivez-nous par courriel. pcdi@radio-rfa.com. Le Contenir des infos. Deuxième bloc de cette émission PCDI. Simon, attention, alerte nouvelle chronique, nouvelle chroniqueuse, et ça va nous faire réfléchir. On va regarder différents angles, on va faire des perspectives, on va prendre un pas de recul, peut-être un pas d'avant, à gauche, à droite. Ben moi, personnellement, je suis un gars qui aime toujours regarder les deux revers de la médaille. Mais si je te dis qu'il y avait plus que 2 revers. Ah, ça peut arriver, ça, par exemple. C'est clair, ça peut être un prisme, ça peut être comme une pyramide, tu vires ça sur tous les bords. Non, mais sérieusement, je veux dire, Oui, et on a la chance d'avoir une invitée, une chroniqueuse qui va être là, qui va revenir une fois par mois. Et d'ailleurs, c'est quand même quelqu'un qui est très connu dans le milieu médiatique. Sa carrière date du début de ma vie.
C'est OK. quand même pas rien. Donc, c'est beaucoup d'expérience, une trentaine d'années d'expérience OK, dans OK, le milieu quand des même. médias. Quand même. Elle est établie dans la francophonie canadienne depuis le début des années 2000. Et d'ailleurs, sur LinkedIn, elle affirme qu'elle mange du journalisme 3 fois par jour. Ah ouais? Mélanie Tremblay, bonjour. Allô, c'est vrai. Je mange du journalisme 3 Qu'est-ce fois que ça par goûte jour. du journalisme? Oh mon Dieu, c'est plein de subtilité et c'est plein de croustillant, mais OK. aussi parfois de douceur quand on sait comment l'aborder. Mange pas ça avec du ketchup, là. T'es pas obligé de graisser ça avec du ketchup. là. Non, parce C'est- que du ketchup, en ce moment, là, C'est ça. on en a un peu trop dans notre actualité. OK. Peut-être qu'il faudrait retourner aux ingrédients nobles de fabrication du journalisme. Exact. De base. Et de base. Retourner ouais. à la base. Donc, on te reçoit pour une chronique mensuelle, Mélanie. Une fois par mois, tu vas être là pour nous amener un sujet. Tu vas choisir un sujet, puis on va évaluer ou tu vas nous amener des perspectives. Parce qu'il faut dire, tu as été pour moi une patronne, ou en tout cas une mentor pour l'IJL. Et souvent, quand je te posais des questions, tu disais, ouais, mais Cathy, as-tu pensé à ça? As-tu vu ça de tel côté? Puis à chaque fois, je suis comme, ah, t'as Et raison. Tout T'as ça raison. en mimant un Rubik's Cube dans mes mains. Ben, je sais pas, mais en mimant un cube. Mais pour moi, c'est un Rubik's Cube Oui. parce Oui. qu'il est coloré. Parce que si on regarde notre cube, comme le disait Simon tantôt, on a différentes faces à regarder. Mais si on le regarde à travers une pointe, un angle du cube, et là, on en voit 3 en même temps qui changent complètement notre perspective. Puis c'est vraiment comme ça que j'aborde le journalisme, que j'aborde le traitement des sujets, parce que notre actualité est homogène. Puis Oui. Quand Oui. j'ai été rédactrice en chef à Franco-Presse pendant quelques années, et il fallait pas faire les mêmes histoires que les autres. Donc, c'est de là qu'est né mon Rubik's Cube virtuel pour donner de la perspective sur les histoires qu'on raconte. C'est d'autant plus important, me semble-t-il, en 2026, qu'on vit dans un univers, dans un monde où l'information, ou enfin, pas juste l'information, mais le monde de façon générale vit de façon de plus en plus polarisée. Alors, Oui. tu sais, si tu relativises pas, si tu regardes pas un peu les choses comme un peu de travers, puis tu essaies de trouver des angles, puis tout ça, c'est facile de te camper dans une position si tu regardes pas de temps en temps de l'autre bord. Là. Et la difficulté, c'est d'accepter de se poser la question. Voilà. Parce qu'on est dans le confort quand on dit « Non, c'est ça ma vérité. Ouais. Oui. Et je marche en ligne droite. » Et quand on commence à accepter qu'il pourrait y avoir d'autres opinions, on n'est pas obligé d'y adhérer à ces opinions-là. Mais à on fait, peut ouais. les considérer. Mhm. À ce moment-là, mais on dirait que ça adoucit les perspectives. Ça ramène de la nuance. Et Mais ça les laisse opinions place au vers- débat aussi. Exactement. Parce que c'est soit tout noir ou tout blanc, on n'a comme plus le droit d'argumenter. Puis on dirait aussi que dans la société où on vit, si on se fait challenger ou on se fait changer d'idée, puis que finalement notre idée évolue, on dirait que c'est une mauvaise chose. Alors que moi, c'est une des choses que je préfère, partir avec une idée de départ et me faire déconstruire pour finalement arriver à la fin et faire « Ah, j'avais pas pensé à tout ça. Finalement, je le sais plus. Finalement- Vive les 50 nuances de gris. » Oui, ben, C'est ce que j'allais dire, Exact. exactement. ben, c'est de savoir qu'on sait rien, dans le fond. Et pour faire quelque chose de court avec quelque chose qui commence à être long, là, mais tu viens nous parler de quoi là, cette semaine? Ah, je viens vous parler du commérage. Oh, Oh, en fait, donc, Wow. les potins. Les potins, les ragots. On aime Oh, ça. Ben, on aime ça, mais on va pas en faire. Non, c'est ça. Mais on aime ça avec parcimonie aussi. Ben, c'est nécessaire chez l'humain d'avoir du potin, d'en parler. Mais faut qu'on parle d'où ça vient. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous en parler? Parce que j'ai été victime. Ah oui, t'as été, OK. t'as été victime dans... Est-ce que t'as été dans les magazines ces jours? Mélanie Tremblay, une nouvelle Le lundi. C'est tête. là que tu es allé chercher ma bio tantôt. Non, mais on pourra en reparler de 7 jours, de la tabloïdisation Oui. de l'information. Mais le gossip, c'est que ça nous arrive à tous. Il y a des gens qui se sont mis à parler de moi. Et là, qu'il y a une histoire qui s'est créée autour d'un de mes projets qui est venu avoir... On a inventé des incidences OK. sur le reste de mes activités personnelles et professionnelles. On s'est mis à se faire des scénarios, autrement dit. Ah oui, complètement. Donc, on a revu ma vie en entier. Et là, sur le coup, j'étais choquée. Honnêtement, j'étais enragée. Et là, je me suis dit, ça y est, je me pars un podcast. OK. Je vais appeler ça « C'est pas de vos affaires Ah, Mêle-toi de tes oignons, tu sais. Mêle-toi de tes oignons. Tu sais, ça te regarde pas. Puis après ça, je me suis dit, bon, parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais parlez-en. Parce que pendant qu'on parle de moi, on parle pas des autres. Puis, honnêtement, ça faisait pas de mal dans cette situation-là. Mais là, je me suis mise à me questionner sur
le gossip. J'aime le mot en anglais, excusez-moi, je vais Oui. l'utiliser beaucoup. J'aime le mot gossip. J'aime la chanson de Lisa Leblanc, Gossip. Oui. C'est ça. Mais c'est vrai que ça amène à quelque chose. On dirait que c'est un plus gros point qu'un potin ou... Ouais, Ragot, ou juste un ouais. petit ragot. que hein. les définitions sont pas les mêmes. Et là, je me suis mise à faire un peu de recherche pour savoir, mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la vie des autres? Parce que le principe du ragot, du gossip, c'est de raconter une histoire à propos de quelqu'un qui n'est pas là et qui n'en est pas conscient. Donc, ça, veut pas, on en fait partout, tout le temps. Mais après ça, je me suis posé la question, après savoir pourquoi on fait ça, je me suis dit, mais ça coûte cher. Parce que le temps que j'ai mis à gérer les commérages entourant ma personne, c'était quelque chose de mineur, là. Je ne suis pas une politicienne, je suis pas... Mais le temps que j'ai investi là-dedans, c'est des coûts en argent, c'est des coûts en énergie, puis pas juste les miens. De ceux qui ont parlé de moi aussi. Ben oui, dans Qui les est deux côtés. plusieurs personnes Ah oui, qui oui. en parlé. Oui, puis ça crée un précédent. Ça fait que là, tout le monde en parle, tout le monde perd du temps. C'est de l'énergie dans ça là, qui est perdue pour rien. Puis, comme on dit, le temps, c'est notre devise ultime, n'est-ce pas? C'est le temps, c'est de l'argent. Le Oui, temps, c'est de exactement. l'argent. Alors, après ça, j'ai commencé à m'intéresser au coût du commérage dans notre société, aux impacts du commérage. Puis ensuite, je me suis regardée. Je disais, Mélanie, ça fait 30 ans que tu es journaliste. C'est un peu une partie de ta C'est carrière, un les peu gossips, parti. les potins. Là. Mais c'est que c'est le démarrage de plusieurs histoires. Le travail du journaliste, le vrai travail journalistique, c'est d'aller vérifier la véracité derrière ça. Enfin, donc, pourquoi les gens gossipent? Pourquoi? Oui, pourquoi? Ben parce que information is power, comme on dit. Oui. Le fait Ah-ha. d'avoir une information, donc ça devient un lubrifiant social. OK. Moi, je possède une information que tu ne possèdes pas. Donc, quand tu communiques avec moi, je t'offre le privilège de cette information-là. Donc, on vient construire une relation interpersonnelle. Donc, on en a besoin pour se bâtir un réseau, de raconter ces histoires-là qui ne nous appartiennent pas. Puis ensuite, ça va nous amener peut-être à parler des histoires qui nous appartiennent. Oui. Mais c'est souvent une façon d'entrer dans une conversation. Là, il y a le commérage à bon escient, le commérage à mauvais escient, celui qui a des impacts positifs Oui. et celui qui a des impacts négatifs. Donc ça, c'est un impact positif du commérage. Donc, ça vient renforcer le rôle social, ça nous rend intéressants. Puis, pour la personne qui est, je vais dire, la victime du commérage, Oui. quand on sait qu'on parle de nous autres, on a tendance à faire... Ben d'abord, il y a quelque chose de valorisant, parce que pendant qu'on parle de moi, Oui. Oui. Ben, ça veut dire que je suis une personne d'intérêt. Et puis ça peut même faire des chansons. Là. Je veux juste faire une parenthèse, mais Zébulon, on parle de la vieille fille du village qui était victime de commérage. Oui, là. c'est Tu sais, vrai. ça fait même une chanson là, pour te dire comment est-ce que... oui, puis comme tu le disais, ça crée des liens parce qu'après ça, tu approches quelqu'un et c'est comme, c'est pas ce que j'ai appris. Ouais. Oh! Hey, ça, là, pour commencer une conversation, là, c'est un beau lien de confiance qui se crée là, à ce moment-là parce qu'on se dit, hey, elle me confie quelque chose ou on me confie quelque C'est chose. ça. Donc, il y a un Ouais. sentiment de privilège, mais la personne aussi qui est la victime là, de ce commérage-là a tendance, selon certaines recherches, à faire plus attention à ses gestes, à être plus coopérative aussi, parce qu'elle sait qu'elle est observée. OK. Elle sait qu'on parle d'elle, et ce serait, selon certains experts en psychologie, Ouais. un frein à l'égoïsme. Oh! Qui l'eût cru? Intéressant. Qui l'eût cru? Mais bon. Pourtant, c'est ça, ben, tu sais que pour tapotiner, c'est un peu personnel, c'est un peu pour te faire plaisir, puis après, OK. Mais c'est une marque de confiance parce que Oui. là, j'ai un potin, Cathy, je vais te le dire, mais là, ici, c'est Vegas. Oui. Et ce qui se passe à Vegas reste, Reste à Vegas. Absolument. Donc, on vient tisser un lien. Je me doute que tu vas finir par le raconter à quelqu'un parce que la meilleure façon de garder un secret, c'est de dire à tout le quelqu'un. monde de ne pas le dire. C'est ça, exact. Quand tu veux passer un message d'une façon qui ne fonctionne pas, ben voilà, tu y vas, puis ça peut fonctionner. Elle dit pas ça à personne, là. Non, c'est entre nous autres. Le gossip aussi peut causer des conflits. Ça, on le sait, quand l'histoire s'emballe, puis qu'on on a un effet domino. Et là, j'ai des chiffres intéressants. En fait, j'ai été soufflée par ces chiffres-là. Parce que c'est des chiffres européens. En Europe, on estime à 20 jours par année qui sont investis par les gestionnaires pour régler des conflits causés par le commérage. Donc, la transformation de l'information. Hey, ça, c'est comme un mois dans l'année, tu sais, si t'enlèves les fins de semaine, là. Oui. C'est énorme. C'est Fait que dans 12 mois de travail, tu perds un mois de travail à gérer potin.
semble-t-il qu'il y aurait 42 % du temps d'un gestionnaire qui est réservé à la résolution de conflits. Pas tous d'origine de commérage, C'est charmant, mais c'est de la mauvaise communication. Oui. Et tout ça, ça cause des pertes de performance, un taux d'absentéisme élevé. Donc, tout ça a des coûts. Oui, c'est tangible. Des coûts importants. Puis là, je vous parlais aussi de mon rôle de journaliste, parce qu'on se nourrit sur les rumeurs. C'est juste une rumeur. Oui, on va aller vérifier. Mais tu sais, souvent, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est parce que c'est cette espèce de culture du scoop. Donc, Oui. quand on est journaliste, on est accro à l'exclusivité, on veut ressortir. Là, c'est l'ego qui veut s'exprimer. Mais on doit aller vérifier l'information. Et là, à la suite de mes recherches sur le gossip, j'ai découvert ce terme, la tabloïdisation de l'information. Oh. De quoi on a parlé récemment? Justin Trudeau, Katy Perry. Absolument. Oui. C'est pas de nos affaires. Non, mais c'est intéressant. Mais on en a parlé, pas juste dans la presse à Potin, dans la presse jaune, on en a parlé dans le Globe and Mail, dans la presse, on en a parlé à Il y a eu radio. des panels à la télévision pour commenter ça. Donc, c'est du temps. Hey, puis c'est de l'argent, là. Excuse-moi, C'est beaucoup d'argent. Non, non, mais clairement. C'est énormément. Fait que, ce qui arrive en ce moment, c'est que la presse traditionnelle reprend beaucoup les codes des tabloïds, un langage simple, une mise en page un petit peu plus éclatante, des photos plus voyantes, des thèmes scandaleux qui piquent la curiosité. Qu'est-ce qui se passe dans la partie intime, la partie secrète? La structure aussi, qui sont des contenus plus courts. Tout ça pour être capable d'amener des lecteurs ou des auditeurs dans de l'information un peu plus profonde, un peu plus vérifiée. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que Justin Trudeau et Katy Perry sont maintenant un couple. Et ça c'est pas récent, là. Dans l'histoire, il y a eu la chasse aux sorcières. Oui. Tout ça, c'était sur des ragots que c'était basé. Il y a eu des grands événements historiques. Bill Clinton, Monica Lewinsky. Ben oui. Hey, oui. Ça, c'était toute du une gossip histoire. Hey, curieux. gras même, là. C'était tout un gossip, là. Le Watergate, c'est un gossip qui a changé la politique américaine. Brangelina. Oui. Ah oui. Oh, mon Ben oui. Dieu. J'étais Ben, tellement Team Jen. Ben, c'est pour ça, c'est un gossip qui a rendu Jennifer Aniston encore plus célèbre qu'elle ne l'était. Oui, puis elle n'avait pas vraiment de besoin, Elle mais en n'avait même pas temps, besoin. ça l'a rendu sympathique. On voulait tous s'attacher à elle. Exactement. Le décès de la princesse Diana a été causé par cette soif de gossip. Enfin, fait que le gossip, tout ça pour dire, ça, on retourne notre Rubik's dont on parlait au début, ben on en a besoin. On en a besoin comme lubrifiant social, on en a besoin pour se donner de la perspective, mais aussi, il faut y faire attention et s'en protéger. Et Socrate disait, faut vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est utile? Si on répond oui à ces 3 questions-là, ça vaut la peine d'ouvrir la bouche. Mélanie Tremblay, merci beaucoup pour cette première chronique Perspective. C'était très intéressant. Je pense qu'on aurait pu faire 26 minutes encore. Ah, clairement. Plusieurs pages. Ouais. Tu peux même te partir un podcast, ça te tente. Ça va nous faire plaisir. On se retrouve dans un mois pour un autre sujet qui va nous captiver une fois de plus. Au plaisir. Avertissement. Cette émission Peut contenir des infos. Je vous invite à nous écrire au pcdi@radio-rfa.com Oui. si jamais vous avez des sujets, des choses que vous voulez nous parler, peu importe. On est là, on a envie de vous jaser. Donc, si vous avez des commentaires, pcdi@radio-rfa.com. Si vous avez le goût de me traiter de cave, gênez-vous un petit peu quand même. Mais sinon, vous avez des choses à nous dire qui sont intelligentes, pas intéressantes, ça me dérange pas. Oui, on est toujours ouvert à ça, mais on va filtrer de toute façon. Mais je penserais pas, Simon. Moi, j'ai le sentiment que tu apprécies. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, Ok. il y a Je sais certains pas. endroits où j'ai lu des commentaires qu'on t'appréciait. Ouais, c'est vrai? Bon, ben, tant mieux. Puis avec- peut-être- Peut-être que dans les médias sociaux, le monde se lâche puis je les vois pas en arrière d'un mur, mais tu sais, ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal. Non, ben c'est ça. Puis de toute façon, les médias sociaux, pour ce que ça vaut. Ben Hein? oui, mais les ragots, hein, on en parlait Oui. tantôt avec notre invité, je veux dire, ça alimente le monde à toute fin utile. C'est quasiment les potins qui font virer la planète. Ben 100%, c'est la base du monde. C'est la base des communications, c'est les potins qui commencent avec tout ça. Tu voulais nous parler d'un sujet. Puis je vais t'avouer que j'ai jamais pensé à ça. Je suis dans les technologies. Oui, t'es dans la technologie, mais on a plusieurs satellites. On le sait, c'est pas quelque chose de nouveau qui gravite autour de la planète, autour de différentes planètes, mais
on fait quoi après quand ils sont morts? Ben oui, puis ça vit pas éternellement, Tu sais, un moi, satellite. tu vois, je me disais, c'est dans l'espace. Ça fait ce que ça a à faire, puis c'est là pour le restant de sa vie, mais... Ben oui, puis on a appris récemment que Starlink, là, la compagnie Oui. fondée par Elon Musk, qui fournit l'Internet par satellite, va faire descendre des satellites à une orbite plus basse au cours de l'année 2026 pour éviter des collisions potentielles autour de la Terre, parce que tu sais que ça commence à être crowded pas mal, là. Ouais, c'est un peu... Excuse-moi l'expression. Ouais, c'est un peu commence à en inquiétant. avoir un peu, ouais, non? ouais. Alors, parce qu'en ce moment-ci, là, c'est vraiment très, très encombré. Alors là, on veut pas prendre de chance. Il y en a plusieurs, évidemment, qui sont fonctionnels encore, des satellites qui gravitent autour de ceux de Starlink, puis on veut éviter, bien sûr, de les blesser, de Ouais. leur faire des petits bobos. Oui, de les endommager. Mais il y en a plusieurs qui sont dysfonctionnels, des satellites, depuis plusieurs années. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, les satellites morts? Où est-ce qu'ils s'en vont? Ils s'en vont dans un cimetière des satellites, tu penses? Ou... Peut-être, ou j'imagine qu'on doit les recycler, parce qu'il doit y avoir des matériaux, je sais pas. Vous dites J'ai tout aucune ça. idée. Je vous dis tout ça. OK? OK. On pense qu'un satellite mort, ça devient immédiatement un simple débris qui est là puis Ouais. qui reste en place. C'est une grossière erreur. En réalité, il y en a plusieurs d'entre eux, je vous dis même, peut-être pas la majorité, mais plusieurs qui continuent d'être utilisés de façon parfois volontaire, parfois totalement accidentelle, OK. et très longtemps après la fin de leur mission. Et c'est précisément de ceux-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui deviennent en fait des balises. Ah. Des balises involontaires, en quelque sorte, pour la navigation spatiale. Parce qu'il faut savoir que même Comme quand un ils- point de repère, autrement dit. Exactement. OK. Ils ont des coordonnées. Les satellites, quand ils meurent, on continue de les tracer. Hein? Oui. Vous et moi, là, je veux dire, pensez pas qu'on les abandonne dans l'espace, puis- Non, oui. ils continuent quand même à avoir les coordonnées très, très précises de leur endroit où ils sont situés. Parce que là, ce sont des satellites très souvent qui sont, qu'on appelle des satellites géostationnaires. Oui. Hein? Ils sont là, puis ils restent, ils gravitent en même temps que la planète ou à tout fin Ou de nous titre. suivre, là, autrement dit, oui. Alors, on les abandonne pas tout simplement, parce qu'une fois qu'ils sont sur l'horaire d'aller dans l'espace, c'est comme... donc, ces satellites-là, ils finissent pas en miettes. Là. On va s'en servir, par exemple, pour dire entre telle place puis telle place, il y a des satellites. Donc, on va, comment je dirais ça, s'orienter dans OK, une certaine mesure intéressant. avec ces balises-là, avec ces satellites morts. Donc, on garochera pas nécessairement 2 cônes oranges. Quoi qu'à Montréal, il y en aura assez Il y en pour aurait partager. assez, effectivement, pour orienter des navettes spatiales ou je sais pas trop qui se rendent dans l'espace, mais plus souvent qu'autrement, il y a bien de ces satellites-là qui vont finir en quelque sorte par devenir, dans une certaine mesure, des balises OK, spatiales. c'est intéressant. Spécial quand même, hein? Tu vois, tu me parlais peut-être, est-ce qu'il y en a qui vont dans des musées des fois? Peut-être. Ça pourrait être une idée. Ça se J'ai peut. le musée Ben, il y en a à un, Ottawa, il y en a c'est un ça. à l'agence spatiale, ou en tout cas à Laval. Là. Oui. Ils en ont descendu un des premiers OK. satellites canadiens, Ah, là, intéressant. Telsat ou je sais pas trop, là, qui est parqué là. Ça arrive, oui, des fois que ça OK. finit en objet de curiosité. Mais il y en a d'autres qui vont servir aussi pour tester des technologies. OK. Des technologies de collision, tester des systèmes de capture robotique, calibrer des radars de surveillance, des choses comme cela. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des satellites en fin de vie ne demeurent pas nécessairement à l'endroit où ils opéraient durant leur vie utile. OK, on peut leur changer de mission, autrement dit. Exactement. Je t'ai parlé tantôt de cimetière des satellites. Oui? Ben, il y a un cimetière des satellites. Ben non. Ouais. Hein, fait que Ouais. est-ce qu'on peut aller se recueillir sur, je sais pas, moi, TAT 33? Peut-être qu'il y a des robots qui vont le faire. Ah. C'est ça. Alors, on appelle ça l'orbite de rebut. Ou l'orbite poubelle, ou, comme je te disais tantôt, l'orbite cimetière. Ça a comme 3 noms. Ouais. On peut les appeler... L'orbite poubelle, c'est un peu... Puis Ben, rebut, c'est... Mais l'orbite cimetière, c'est souvent le terme qui est utilisé. Ouais. Un orbite cimetière. Et ces satellites-là vont se retrouver dans une zone qui est située à environ 300 km au-dessus de l'orbite géostationnaire. Donc, au-dessus des fameux satellites dont je te OK. parlais de Là où- Starlink là où il y a tantôt. le trafic, là. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est comme... OK. Donc, on les pousse un peu en retrait. Et ils flottent pas forcément, comme je le disais, aux côtés de satellites fonctionnels, mais ils sont là quand même. Ils sont pas détruits. Ils sont pas en miettes. Ils sont Non, pas en non. poussière. Donc, on continue. Et c'est là qu'il y a des agences ou des organismes qui travaillent pour... qui testent de la récupération de matière dans l'espace, qui vont justement se servir de ces vieux satellites-là pour justement tester des appareils, Ah, ben oui, c'est une bonne idée aussi. des équipements. Alors, des systèmes pour attraper, des systèmes pour dévier, des systèmes pour désorbiter des satellites. Et ce sont ces satellites morts-là, en quelque part, qui vont avoir une deuxième vie, dont on va se servir. Ils envoient leur machine dans l'espace. Et là, ils disent, ben, on va aller se pratiquer à récupérer des satellites morts. Ouais. Et là, ils en ramassent un. Puis, si tu voyais les équipements... Hey, ça doit être cool comme job, t'imagines? Ben. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, chérie, au bureau? Ah, ben, j'ai fait foncer 3-4 satellites dedans pour voir qu'est-ce que ça donne quand il y a des collisions. Intéressant. Oui, puis que j'ai cherché sur Internet, puis j'ai regardé ça, puis j'ai dit, ah, c'est spécial, des filets. Tu sais, on va arriver avec 2 espèces de trucs qui bougent, là, si Ouais. on veut, qui sont précipités, puis là, on ramasse un satellite avec une espèce de filet. Il y a des bras robotisés pour aller les ramasser. Ah, Puis on ouais. teste ça sur des satellites morts, c'est clair. Puis quand
on peut pas les reléguer, justement, comme je le disais, dans ce cimetière des satellites. Il y en a certains qui retombent. Mais même là, quand ils tombent dans l'atmosphère terrestre puis qu'ils se désintègrent, comme c'est arrivé attends un peu, je vais regarder les dates, là, c'est 2018, je pense que... Ça fait pas si longtemps que ça, effectivement. Oui, il y en avait un de Starlink qui était tombé, je dis 2018, c'est même peut-être plus récent que ça, là, dans l'Ouest canadien, dans les prairies. Les spécialistes, si on veut, là, les gens de l'industrie spatiale, ils l'avaient observé pendant sa chute pour voir c'est quoi la trajectoire, à quelle vitesse ça tombe, quel débris on pourrait ramasser dans telle zone et tout ça. Donc, vous voyez que les satellites, même une fois qu'ils sont morts, c'est pas nécessairement comme ce qu'on pense ou ce qu'on voit dans les films, là, que c'est de banals rebuts là, qui sont là dans l'espace puis contre lesquels on va frapper. Qu'on oublie. Exactement. Là, ils ont une deuxième vie plus souvent qu'autrement. Petite question pour toi. As-tu déjà vu la fameuse lignée des satellites Starlink d'Elon Musk? Ah, c'est impressionnant, ça. J'ai vu ça une fois à date dans ma vie, puis on était en camping à Pokémouche au Nouveau-Brunswick. Puis je savais pas c'était quoi. Là, moi, je suis naïve, puis je suis pas ça. Puis Elon Musk... toutes les lignes. Oui, c'est ça. Puis Elon, il m'intéresse pas vraiment. Fait que mon chum m'a expliqué c'était quoi. Puis c'était intéressant parce que vraiment, c'est une filée de satellites qui suivent. Puis là, c'est l'Internet qui fait le tour. Puis c'est ça. Mais c'est capoté quand tu penses à ça. Puis là, tu sais, comme, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'espace qui nous observe? Il n'y a pas juste IT. Ah non, c'est clairement. Non, il n'y a pas juste IT. Moi, je voulais te parler de fraude alimentaire parce que, encore une fois, un article qui m'a fait réagir cette semaine. Des fois, il y a des produits qui sont atténués ou diminués ou la qualité est réduite pour, évidemment, sauver des prix. Donc, on parle du fromage, du miel, de l'huile d'olive, il y a du poisson et donc, il y a même, des fois, on change les recettes justement pour sauver des prix. Donc, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est bien réel et documenté au Canada, la fraude alimentaire, et ça touche des produits de consommation courante. Tu sais, c'est pas vraiment les affaires qui sont un peu plus fancy, c'est vraiment dans la consommation courante. Quand c'est écrit, par exemple, tu t'en vas au supermarché puis tu vois que c'est écrit sur la canne sirop d'érable artificiel, composé à 20 ou 30 ou 40 de sirop d'érable, puis le reste, c'est du sirop de maïs, puis ça fait la même. C'est correct, c'est écrit, mais... Oui, c'est écrit. Toi, tu parles de nos affaires qu'on le sait pas nécessairement. Non, c'est ça exactement, qu'on sait pas, ou que, ou que même l'industrie est plus ou moins réglementée. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est la fraude alimentaire? Là, ça désigne une pratique qui vise à tromper le consommateur à des fins économiques. Donc, c'est pas une erreur, c'est pas un accident, c'est une décision qui est volontaire, qui permet de réduire les coûts ou d'augmenter les profits. Ou les deux. Tu réduis le coût, tu gardes le même prix, tu augmentes tes profits. Ce qui est ressorti plus tôt dans l'actualité, c'est le cas du fromage râpé. Donc, le fromage qui est déjà râpé. Tu sais, que tu achètes en sac déjà râpé au Canada, c'est largement consommé, mais pour éviter que ce fromage-là, ça se ramasse en pain puis en boule lors du transport, il faut ajouter, en fait, un agent anti-agglomérant qui est de la cellulose, qui provient des arbres. Correct pour la consommation, c'est accepté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. C'est légal jusqu'à un certain seuil. Le problème, c'est que selon des analyses récentes, il y a plusieurs produits qui dépassent ce seuil-là ou ces limites-là. Okay. Donc, le résultat, le consommateur paie pour un produit qui contient, mettons, moins de fromage, pour le fromage en grains, et c'est des matières de remplissage. Là. Puis on parle pas, puis je vous rassure vraiment, il n'y a pas de danger pour la santé parce que si ça serait le cas, ce serait déjà retiré du marché, mais c'est vraiment une fraude qui est plus économique. Et d'ailleurs, pour le fromage, on a analysé plusieurs types de fromages, plusieurs marques. 45% des échantillons qui ont été analysés ne respectaient pas les normes. Wow. Sauf que l'affaire avec la cellulose, c'est que tu peux en mettre avec un certain seuil, mais tu ne sais pas jamais comment t'en mets. Fait que c'est toujours comme un espèce de processus d'essai-erreur. C'est particulier, là. On s'entend. Je comprends donc. Puis c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments là, qui fait ce rapport-là puis qui a sorti cette analyse. Remarque, c'est pas comme par exemple, on avait vu en Chine du lait maternisé qui était remplacé par genre du gypse, là. Oui, non, on n'est pas là, absolument pas. Non, c'est ça. Encore une fois, il n'y a pas de danger pour la consommation, c'est juste que la qualité est diminuée. Ou, comme on parlait d'huile d'olive, ça va être coupé avec autre chose, mais on peut pas le savoir parce que c'est, tu sais, comment veux-tu savoir toutes les composantes de l'huile d'olive? Clairement. Pourquoi c'est un problème, tout ça? En fait, c'est que même si les quantités de cellulose qu'on retrouve, entre autres, dans le fromage, c'est pas un risque pour la santé, c'est un problème ailleurs parce qu'on est trompé, en fait, sur la valeur réelle du produit. Et les producteurs, eux, qui respectent les règles, sont pénalisés aussi parce que ceux qui trichent peuvent offrir le même produit à même prix, mais il coûte moins cher à produire. Ou ils peuvent l'offrir moins cher en plus, puis il va produire aussi moins cher à produire. Fait que donc, ils vont en vendre plus parce que les gens vont faire « c'est un spécial, je vais prendre celui qui est en spécial. » Fait que des fois, on arrive devant un comptoir, un réfrigérateur, par exemple, on voit du fromage râpé. Il y a une poche, par exemple, de 900 grammes qui est à 15$, on va dire. On a l'impression qu'il est bien plus cher que l'autre, mais en réalité, c'est juste parce que la qualité est là, puis que l'autre, ils ont coupé dans la qualité, ils ont rajouté des produits de substitution pour le vendre à 12$, on va dire. Exactement, il y a des bonnes chances. Il y a vraiment des bonnes chances. C'est difficile
à déceler, puis je vais pouvoir vous donner un peu des trucs tantôt, là, dans quelques minutes. Mais c'est ça, pour le fromage, c'est vraiment 45% des échantillons. C'est presque la moitié, un échantillon sur 2 qui ne correspondait pas aux normes. Donc, les fraudes les plus fréquentes ou qu'on retrouve le plus dans notre alimentation, puis ça, on appelait ça, tu sais, il y a eu la réduflation pour réduire la quantité du produit que pesait ou peu importe. Mais là, on a la déqualiflation. Ouais. Donc, on déqualifie, on enlève de la qualité au produit. Donc, c'est pas juste le fromage. Comme je te disais un peu plus tôt, il y a le miel qui est dilué avec des sirops de sucre, l'huile d'olive qui est mélangée avec des huiles qui sont moins coûteuses, le poisson qui est vendu sous une fausse appellation. Fait que des fois, c'est peut-être pas nécessairement le poisson que tu achètes qui est là. Il y a certains vins ou spiritueux qui sont mal identifiés. Et le plus récent cas, et je sais pas si t'en manges ou t'en as à la maison, mais les tranches Singles de Kraft. Ah ouais, hein? Oui, les gens ont commencé à découvrir qu'il n'y avait pas la même texture, qu'il n'y avait pas le même goût. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé les gras dans le fromage Singles de Kraft pour mettre de l'eau à la place. Oh! Fait que là, on fait un émulsifiant mais avec de l'eau, hein, c'est ça? Exactement. Fait que là, ça goûte pas pareil. Ben. La texture est pas pareille. Puis le fromage, il colle encore plus sur le papier. Fait que déjà que c'était pas enlevable. C'est pas moi qui rêvais. Non! Fait que c'était vrai. Ben oui, c'est l'autre jour, épouvantable. je rouvre des tranches Singles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté, mais j'achète du Black Diamond d'habitude. Oui. Je vais pas faire de plug, là, mais j'achète du Black Diamond. Là, tout à coup, je tombe sur un spécial du Kraft. Fait que là, je dis, je vais acheter ça. Je vais comme. Puis là, je dis, voyons, ça colle donc bien, ça n'a pas de bon sens comparativement. Ben, fait que j'ai pas la berlue. Non. Puis tu remarqueras, ils n'ont pas la même texture. Puis tu sais, moi, on vit dans une région où il y a une bonne fromagerie, puis je vais prendre des fromages là, la fromagerie Saint-Albert, mais j'ai du fromage jaune, parce que j'aime ça me faire des fois un petit sandwich déjeuner, un grilled cheese, ou tu sais, les fameux McMuffins. Là, on parlait du McDo tantôt. Ça faire un petit sandwich là-dedans, mais je mets toujours une tranche de fromage jaune. Ouais. Mais dans le fond, je fais juste mettre de l'eau orange. Eh ben. C'est du plastique. C'est surprenant. Fait que, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, la fraude alimentaire. Fait que quelques trucs peut-être pour essayer d'éviter ça, parce qu'évidemment, là, vous ne pouvez pas arriver avec votre microscope et analyser tout ce que vous avez acheté à l'épicerie. Lire attentivement la liste des ingrédients. Plus c'est compliqué, plus c'est une mauvaise idée. Okay. Privilégier les produits peu transformés. Se méfier des produits anormalement bon marché. Tu sais, c'est comme vraiment moins cher que d'habitude. Pourquoi? C'est pas juste le spécial du rabais. Là. La vie coûte cher partout. C'est pas le spécial du commerçant ou peu importe. Peut-être se poser la question. Et évidemment, signaler des situations qui peuvent être douteuses. Des fois, aux autorités, ça peut faire débloquer certaines choses. Mais c'est là où la vie coûte plus cher, l'épicerie coûte plus cher, on essaie de faire des économies. Puis finalement, on se rend compte que c'est difficile de pas se faire avoir. Fait que je vous invite à être attentif lors de votre prochaine épicerie. Le plus bas soumissionnaire, souvent, là, hein? C'est pas toujours le meilleur. Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radio-rfa.com. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz. Le quiz. Et c'est l'heure maintenant de notre fameux quiz. Et ce sera un quiz sur le hockey à la radio. Ouais, je me suis dit, tant qu'à faire quelque chose, je vais y aller dans le pointu. Là. Oui, c'est point. Moi, ma référence de hockey du radio est quand même assez récente. Là. C'est Martin McGuire et Danny Dubé. OK, on va aller quand même un peu plus loin que ça. On va aller tu sais que j'aime l'histoire? Oui, j'avais remarqué un peu que tu avais cette appréciation-là de l'histoire. Ben là, j'ai dit, on va parler du hockey, notre sport national. Ben oui. Il y a un dénominateur commun qui rejoint à peu près tout le monde à travers le pays, c'est le hockey. J'en regarde pas tellement du hockey, j'en écoute pas tellement, mais c'est quand même notre sport national. Oui, ben moi, j'aime beaucoup le hockey des séries, parce que je trouve que, mettons, la saison est longue. Là, on s'entend, c'est comme 80 quelques matchs, c'est assez long, puis là, il y a des hauts, il y a des bas, puis on analyse toutes les perspectives du Canadien, de toutes nos équipes. Moi, ça, je trouve ça intense. J'aime les séries, parce que là, c'est l'essentiel. Et là, je me suis dit, tant qu'à être à la radio, on va parler du hockey à la radio. Alors, j'ai une série de 10 questions, en tout et pour tout, et tu auras l'occasion de tester tes connaissances sur la description des matchs à la radio et quand est-ce que ça a commencé, puis tout ça. T'es prête? Oui, je suis prête. 10 questions, c'est ça, hein? Oui, une dizaine de questions. Excellent. Alors, on commence avec la première. En quelle année s'est déroulée la première retransmission de match de hockey à la radio? Est-ce A, 1918? J'ai quasiment le goût de te le faire comme il le faisait à l'époque. Est-ce A, 1918? Est-ce B, en 1920? Est-ce C, 1921? Ou D, 1923? Je vais y aller avec B.
Tu vas y aller avec B 1920? Ben non, c'était un petit peu plus tard. Pas beaucoup, mais le premier match radiodiffusé du hockey à la radio, forcément radiodiffusé, c'est le 8 février 1923. Ah, j'étais pas loin, mais c'est parce Ouais. que je me suis fiée aux Canadiens comme 1903 ou 1908. Là, je me dis, ben peut-être qu'une vingtaine d'années, c'était diffusé, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, c'était des équipes de North, Toronto et Midland, et c'est arrivé le 8 février 1923. Un petit peu plus d'une décennie plus tard, Hockey Night in Canada a commencé vraiment de façon officielle. Tu sais, on a commencé, on l'a dit tantôt, il était en 1923. On est rendu en 1934. Là. Hockey Night in Canada est bien installé. Alors, à combien d'auditeurs en était-on rendu, selon toi, du monde qui écoutait Hockey Night in Canada en 1934? Est-ce qu'on était rendu à 500 000 personnes? Est-ce qu'on était rendu à peu près 1 million d'auditeurs? Entre 2,5 et 3 millions? Ou est-ce qu'on était déjà rendu à 5 millions en 1934? D'après toi? C'est des gros chiffres. Ouais. J'ai en 1934. Ouais, 1934. Et je vais y aller avec B. Encore, mais... À peu près 1 million? Ouais. Non, mauvaise réponse. Ah. C'est l'auditoire. Ah, ouais. L'auditoire, et puis ça a grimpé quand même assez rapidement. L'auditoire est passé d'environ, on était en 1931, là, à 100 000 auditeurs pour écouter les matchs à la radio. Et puis, en 1934, à peine 3 ans plus tard, on avait atteint presque la barre des 3 millions d'auditeurs. Oh my God, wow. Ben, puis en même temps, c'était là où on pouvait écouter le hockey. C'est ça, puis la là. télévision, c'était pas là. Non, c'était pas encore là. C'était pas mal le divertissement, c'était pas mal d'écouter la radio. Où c'est conclu en 1930. C'est tout naissant, là. Hockey Night in Canada. Première commandite de Hockey Night in Canada à la radio. Où ça s'est conclu, d'après toi? OK, je te donne un choix de réponse. OK. Hey. Dans un studio de la CBC, dans un restaurant de Toronto, sur un terrain de golf en Floride ou lors d'un match des Maple Leafs. J'ai envie de dire le terrain de golf en Floride. Ben, t'as bien raison. Yes! Ouais, t'as Tout se raison, règle au absolument. golf. Ouais, c'est ça. C'est une entente qui a été faite entre le propriétaire des Maple Leafs, Conn Smythe. Oui, qui le est, fameux trophée. Le trophée Conn Smythe. Et propriétaire d'une agence de publicité de l'époque, un certain McLaren, là, si je ne me trompe pas. OK. Alors, il jouait sur un terrain de golf en Floride, à Old Orchard. Pas à Old Orchard, mais en tout cas, il était sur un terrain de golf. Et puis, ils ont... parce qu'Old Orchard, c'est pas mal dans le Maine. Là, Oui, c'est... alors, Ça peut être West Palm Beach ou dans ce cas-là, il y a des beaux terrains de je golf. pense que oui, c'est ça, d'un enfant de même, en tout cas. Mais c'était sur un terrain de golf. Et puis, ils se sont donné une poignée de main. Ils ont dit, OK, si tu deviens... Puis c'est General Motors qui était le premier commanditaire. Ah, ben ça fait du sens avec les voitures puis les déplacements. OK, intéressant. Quelle organisation collaborait avec la CBC pour offrir des résumés de matchs aux militaires durant la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que c'était A, Radio-Canada? Est-ce que c'était B, la BBC? C, NBC Radio ou D, l'armée canadienne? J'aurais tendance à dire la BBC. Oui, la BBC, exact. Réponse B. La BBC et la CBC diffusaient ensemble, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, là, une espèce de résumé de 30 minutes qu'on envoyait en Europe et qui était destiné aux soldats canadiens qui étaient stationnés là-bas. Oui, puis si je ne me trompe pas, la BBC, c'est un peu le pendant ben, c'est ça, européen de notre Radio-Canada. Oui, le CBC, c'est Canadian Broadcasting Corporation, puis là, BBC, c'est British Broadcasting Corp. Fait que c'était comme deux sociétés d'État. C'est des sœurs, autrement dit. Exactement. Ouais, parfait. C'est un peu ça. On est rendu à la 5e question. Qui a décrit le tout premier match de hockey? Tu sais, celui dont je t'ai parlé tantôt, 1923. Avec la voix, là? Oui, c'est ça. Ben, avec la voix. C'est un peu une imitation de l'époque, là, avec un petit langage un peu pointu. Qui donc, a décrit ce premier match-là? Rappelle-toi, North, Toronto et Midland. Je suis en train de te donner des indices. Est-ce A, un type qui s'appelait Norman Albert? Est-ce B, René Le Cavalier? Est-ce C, Foster Hewitt ou D, Jean-Maurice Bailly? 1923, premier match de hockey. Le premier, c'était qui? Norman Albert. Le deuxième? C'était René Le Cavalier. Là, c'était en anglais. Fait que je vais y aller avec A. Norman Albert? Oui. T'as raison. Yes! C'est le journaliste Norman Albert qui a décrit le premier match au téléphone. Ben oui. Au téléphone. Ben oui, c'est sûr. Pour faire une, qu'il y avait pas de studio, diffusion à la radio. Ben, c'est ça. Hein? Il n'y avait pas, de écoute, il y avait pas de remote dans le temps. Non, Il n'y avait pas de kit de voice IP et d'affaires de même. Fait que c'était au téléphone. Aïe. Passe la rondelle. Ben, c'est en anglais, là. Mais... Alors, numéro 6. On est rendu là. Numéro 6. Intéressant. Quelle compagnie pétrolière a inspiré la fameuse tradition les 3 étoiles du match? J'ai entendu ça, les 3 étoiles du match. Oui. La première étoile, deuxième, ben, c'est ça. Il y a une compagnie qui a inspiré ça. OK. Ouais. Alors, est-ce A, Shell? Est-ce B, Esso? La pétrolière, la pétrolière impériale, tu sais. Oui. Ça. Est-ce C, Texaco ou D, Exxon?
Je vais y aller avec B. Avec SO? Oui. Ben, t'as bien raison. Oh, yes! Oui, Je sais pas ça parce qu'elle est avec toi. Avec ma face. C'est moi, avec ta face. Ben oui, les 3 étoiles. Puis, c'est quoi? C'était l'emblème. C'était le logo de SO l'Impérial à l'époque. Il y avait comme des étoiles dessus. Mais c'est ça que j'ai pensé parce que Shell, c'est une coquille. Oui, c'est ça. Alors, les 3 étoiles proviennent de l'enseigne La Pétrolière Impériale Limitée, connue en anglais comme Imperial Oil, qui est SO, là. Fait que c'est de là que c'est eux autres qui commanditaient à cette époque-là le Hockey Night in Canada à partir de 1936. Et puis là, ils ont dit, ben comment est-ce qu'on pourrait faire pour coller encore davantage la marque au match de hockey? Ben, ils ont dit, sais-tu quoi, on va donner 3 étoiles de la partie. On va donner une étoile les 3 meilleurs joueurs. Les 3 meilleurs joueurs, puis ils se sont inspirés du logo de SO. Ben, c'est une bonne idée, puis en même temps, c'est de la publicité incroyable quand tu penses à ça à l'époque. Là. Clairement. 7e question, quel fut le premier match radiodiffusé? Attention, d'un océan à l'autre au Canada en 1936. On a parlé du premier tantôt en 1923. 1936, coast to coast. Est-ce que c'était les Maple Leafs de Toronto contre les Americans de New York? Est-ce B, les Canadiens de Montréal contre les Bruins de Boston? C, les Canadiens de Montréal contre les Rangers de New York? Ou D, les Sénateurs d'Ottawa et les Red Wings de Détroit? On est en 1936. T'as pas le droit. J'ai envie d'y aller avec... Mon Dieu, je réfléchis. Mon hamster courait vite. Je vais y aller avec C. J'ai aucune idée. Les Canadiens contre les Rangers de New York? Ouais. Ben, non. OK. C'est A, mais ce qui est un peu drôle là-dedans, c'est que A, c'est les Maple Leafs de Toronto contre les Americans de New York, mais les Americans de New York, c'est les prédécesseurs des Rangers de New York. Ils jouaient au Madison Square Garden. Ah, ouais. Hein? Ah, ouais, absolument. Wow. Alors, c'était ceux qui ont précédé les Rangers de New York, qui s'appelaient les Americans de New York. Puis sur la dernière saison, là, à peu près à cette époque-là, dans les années 30, quand ils ont arrêté de jouer, ils s'appelaient les Americans d'un quartier là, de New York et tout ça. Puis les Rangers là, commençaient à prendre vraiment la place dans le cœur des supporters. Oui, puis des New-Yorkais là-bas. Puis à un moment donné, t'as pas de la place pour plusieurs équipes de hockey. Ben. Sais-tu qu'est-ce qui m'a fait un peu hésiter avec tout ça? Ouais. C'est que je pensais, puis en fait, moi, dès qu'il y a les Maple Leafs, je prends pour l'autre équipe. C'est ça, je prendrais pas pas capable de dire que les Maple Leafs... Ouais, c'est ça. Non, je suis pas capable. Moi, je suis contente quand ils vont pas bien. Fait que c'est ça. Tu sais qu'on est écouté à Toronto. Hein? Oui, je salue nos gens à Toronto. À C'est correct. FM. Eux, ils aiment pas nos gens. Ils aiment peut-être pas Montréal. Ben, la rivalité, c'est correct. Oui, c'est naturel. En fait, moi, j'aime les équipes canadiennes. Ouais. Puis si, mettons, il reste juste les Maple Leafs, je vais prendre les Maple Leafs. OK. Mais tu sais, c'est comme ça. On a besoin d'une rivalité. Mettons qu'à la Coupe Stanley, les Maple Leafs, il reste l'équipe canadienne, tu pousserais pour les Maple Leafs. Là. Oui, Okay. 100%. C'est sûr que oui. Mais si, mettons, en tout cas, c'est ça. C'est mon dernier choix. OK. Numéro 8. Qui animait la première version francophone? Ah oui, hein, je viens d'entendre ce que tu as dit. Je viens d'allumer. C'est ton dernier choix. Fait que tu prendrais genre pour les Flames de Calgary ou encore pour les Canucks de Vancouver avant. Hein? Yes, my dear. Oui, 100%. Puis les Oilers, name it. OK. N'importe quoi. Hey, ça a pris quelques secondes à computer, mais quand ça a rentré, je suis comme, OK, on est là. Non, mais puis j'adore les Raptors de Toronto en contrepartie. Ah bon, OK. C'est mon équipe, mais oui. c'est ça. 80 non plus dans la NBA au Canada, là. OK. Bon, continuons. Numéro 8. Essayons d'oublier ça. Hein? Qui animait la première version francophone de la Ligue du Vieux Poil? La Ligue du Vieux Poil? Ouais, la Ligue du Vieux Poil, qu'on associait au match de hockey, puis je te raconterai pourquoi après. Alors, qui animait ça, la version française de la Ligue du Vieux Poil? Parce qu'il y avait la version anglaise aussi. Alors, est-ce A, René Le Cavalier, B, Jean-Maurice Bailly, C, Richard Garneau ou D, Lionel Duval? Monsieur Le Cavalier. Non. C'est Jean-Maurice Bailly. Ah ouais? Jean-Maurice Bailly a animé la première édition en 1947 qui était inspirée de la version anglophone Hot Stove League. OK, mais c'est un drôle de concept. Oui, je te raconte pourquoi. OK. À quoi ça servait la Ligue du Vieux Poil? On dirait quasiment la Ligue américaine de hockey, là, peut-être. A, présenter les statistiques de la saison en cours. B, diffuser des entrevues d'après-match. C, analyser la période qui venait de se terminer. Ou D, lire les messages des auditeurs. Oh! J'hésitais entre l'analyse de fin de période. Mais je vais peut-être y aller avec le message des auditeurs. Lire les messages des auditeurs? Non, c'est B. Excuse-moi, c'est C. Analyser la période qui venait de se terminer. À chaque fin de période. C'était à chaque fin de période, il y avait des gars qui étaient assis là puis qui discutaient ensemble de ce qui venait de se passer. C'était un peu le précurseur de ce qu'on a en ce moment. Actuellement. C'est un peu la même formule, sauf qu'aujourd'hui, on n'appelle pas ça la Ligue du Vieux Poil. Mais à l'époque, tu sais... Devrait, pourtant. Il pourrait, très certainement. Mais à l'époque, on appelait ça la Ligue du Vieux Poil. Il était comme assis là, à côté d'un vieux poil, justement. Ah, ouais, c'était ça
le les concept. gars, c'était ça. Les gars étaient assis là, puis je jasais. Ouais, comment t'as trouvé ça? Ah, ben, j'ai trouvé qu'il jouait un peu sa bottine, puis il lançait pas fort, puis c'est Des ça. discussions sur le tour du poêle. C'est ça. Puis ça reste aussi comme expression. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ils s'en vont au Tim Hortons, par exemple, puis ils disent, on s'en va à la Ligue du Vieux Poêle. Ah, ouais. Tout le monde qui dit ça encore. T'en vas Ben jaser. ouais. Ben oui. J'ai un collègue qui parlait de ça, un ancien collègue. Là, qui Ah, travaillait- ouais, hein? Il parlait encore de la Ligue du Vieux Poêle. Assez que quand on a parti l'émission Peut contenir des infos, il dit j'aimerais ça qu'on appellerait ça la Ligue du Vieux Poêle. Je dis non. On appellera pas ça la Ligue du Vieux Poêle. On peut en parler, on fera pas un hommage. C'est ça. 10e et dernière question. Quel grand commentateur a francisé le vocabulaire du hockey à la radio? Est-ce A. René Lecavalier, B. Richard Garneau, C. Pierre Houde ou D. Michel Bergeron? Là, je dirais que c'est Monsieur Le Cavalier. Ben oui, parce que Monsieur Garneau, lui, c'est le patinage artistique, hein, je pense. Ça se Non, peut-tu? il a fait le hockey Ah, aussi. le hockey aussi, Ouais, ok. le hockey aussi. Mais oui. C'est certainement pas Michel Bergeron. Faut pas être méchant, là, mais... Birdie! Ouais. Ah, Hein? les joueurs, ils jouent ce bon hockey. René Lecavalier, lui, a adapté « Joue du bon hockey », effectivement. Tu t'as bien jousé, hein? Alors, René Lecavalier a adapté en français presque tout le lexique du hockey, ce qui lui a valu de nombreuses distinctions. Puis, comment t'as fait, toi, à force de bien jouser de même? là? Et à force de bien jouer de même, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 6. Ah, 60%, c'est bon, c'est Mais bon, c'est pour bon. vrai, j'ai fait mieux que je pensais. Je me disais, ça va être la volée du mois de janvier, mais finalement, c'est pas si pire. Quand même pas si pire. Ça a été bien été. Ça a été bien été. Bon, Ça a été y est. bien été. Hey, René Lecavalier sort de ce corps. Hey, merci Simon, ça a été que ça s'achève cette émission-là. Ouais. Merci d'avoir été là. Salut. On se retrouve la semaine prochaine.